Qu'est-ce que la maîtrise de soi? Eh bien, si vous m'aviez posé cette question il y a quelques années, je vous aurais certainement envoyé paître dans un coin perdu, et cela pour la simple et bonne raison que la maîtrise de soi, je n'en savais absolument rien. On rencontre parfois des gens qui sont facilement irritables, qui pleurent vite, qui éclatent très rapidement dans des colères profondes, qui tombent amoureux aussi facilement que deux et deux font quatre, et qui sont des commères invétérés. Bref, des gens qui indulgent trop facilement dans les besoins émotionnels que leur corps exprime. Je me rappelle quand j'étais un peu plus jeune, pas que je sois vieux déjà, mais bon, je, je tutoie déjà la vingtaine. J'entendais les gens dire de moi: ne t'approche pas de ce gamin, il est colérique et il n'a absolument aucun sang-froid. J'avoue qu'à cette époque, je considérais la chose comme un compliment et je suis certain que toutes les personnes qui se sont une fois retrouvées dans cette situation ont eu le même sentiment, c'est-à-dire le sentiment de puissance qu'on a quand de soi les gens parlent de cette manière. Bonjour, bonsoir, mesdemoiselles, mesdames et messieurs. Si vous m'écoutez en ce moment, c'est que vous êtes tombé sur le icePod. Aujourd'hui, on est vendredi. Ceci est notre deuxième rendez-vous à proprement parler. J'espère que vous allez tous bien et que vos familles aussi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet intéressant dont vous venez de prendre connaissance. Ce concept passe parfois pour un idéal inatteignable parce il semble même tenir en respect la tangibilité. Et là, on se demande comment pratiquer la maîtrise de soi si on ne peut même pas la saisir conceptuellement. Avant d'aller plus loin, j'aimerais préciser, bien que les deux termes, c'est-à-dire maîtrise de soi et contrôle de soi, soient utilisés de façon interchangeable, j'aimerais préciser ici que ma vision, elle est légèrement différente. Le contrôle de soi, à mon sens, est une pression circonstancielle que l'on fait sur soi-même quand, à un moment donné, on se retrouve en proie à un certain désir, à une certaine pulsion, d'accord? Que ce soit euh, une grosse envie d'éclater en colère ou une envie sexuelle ou une envie de manger alors qu'on est allé rendre visite enfin, à une personne. Vous comprenez de quoi je suis en train de parler, n'est-ce pas? Alors que la maîtrise de soi, elle est continue, elle est constante, elle ne s'arrête pas. C'est une façon d'être dans la société. Mais avant tout, remarquons que ce siècle auquel nous appartenons, vous et moi, connaît très peu de personnes, jeunes ou vieux, qui n'aient jamais entendu, ne serait-ce qu'une seule fois, parler de la notion de la maîtrise de soi. En vrai, ce concept a été tellement pris par tous les trous qu'il a fini par se noyer dans le grand océan d'informations pêle-mêle que nous connaissons comme étant le développement personnel. J'aime à penser personnellement que la maîtrise de soi ne devrait pas être incluse dans le développement personnel parce que ce n'est pas une discipline sous-jacente, mais plutôt, comme je le disais tout à l'heure, une façon de vivre en elle-même.
En même temps, c'est un très vaste concept qui ne peut certainement pas tenir dans un épisode. Cependant, nous allons essayer quand même d'en gratter la surface et de le rendre accessible à tous. Dans cet épisode, nous allons essayer de comprendre ce qu'est la maîtrise de soi et surtout pourquoi il faut la pratiquer, non pas occasionnellement, mais continuellement. Ce n'est pas non plus une chose que nous devons pratiquer dans le but de devenir riche ou de dominer les gens autour de soi. Je touche essentiellement ces deux points parce que quand on parle de maîtrise de soi, qui comme nous l'avons dit plus tôt, est généralement et par abus incluse dans le développement personnel, la majorité des gens pensent qu'il s'agit d'un moyen certain d'arriver à l'abondance financière. Pour quelle raison? Je ne saurais le dire. Ou peut-être à l'autorité indiscutable sur les autres. La seule abondance à laquelle le concept de la maîtrise de soi nous donne droit est celle qui se cache à l'intérieur de nous. Et la seule autorité à laquelle elle nous donne accès est l'emprise sur nous-mêmes. Voilà un premier point qu'il est essentiel que nous comprenions tous. Lao Tzu, un célèbre penseur et philosophe chinois, a dit « Avoir la maîtrise sur les autres, c'est de la force, mais avoir la maîtrise sur soi-même, c'est de la puissance. » Bien que force et puissance soient à même d'être déterminés ici comme des mots synonymes, si l'on se propose bien sûr d'évaluer sémantiquement la chose, on se rendra vite compte que puissance, telle qu'elle est exprimée dans la phrase, est une force existante qui s'exprime non pas par son activité, mais simplement parce qu'elle est. En revanche, la force telle qu'utilisée ici, elle est coercitive. Elle s'exprime uniquement à travers sa capacité à agir activement vers un objectif précis qui est celui de maîtriser les autres. En d'autres termes, la puissance est postérieure à un travail que l'on fait sur soi-même. Et la force est une énergie qu'on déploie antérieurement à l'état que l'on espère des autres sur lesquels on l'exerce, soit par des manipulations, par la peur, le mensonge, des intrigues ou d'autres choses de cette nature. La puissance est essentielle, mais la force est déterminée. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la puissance existe par essence et par conséquent est indépendante d'une quelconque raison qui puisse servir de carburation à son existence. La force, elle autre, est déterminée justement par la raison qui explique son activité en premier lieu. On peut déjà comprendre par là que la puissance que génère la maîtrise de soi, chose qui nous intéresse dans cet épisode, facilite notre insertion et notre maintien dans notre communauté parce qu'elle exerce sur nous une compression ferme au bénéfice de tout ce qui est à l'extérieur de nous et par conséquent régule considérablement nos rapports au monde qui nous entoure. Pour n'importe qui en saurait un chouïa sur la société, il paraîtrait évident que les conventions sociales sont majoritairement basées, et ceci très logiquement, sur les rapports qu'un tel construit entre lui-même et la société, et que ces rapports sont d'autant plus satisfaisants parce qu'ils sont construits en considération
de leur possibilité de réplication, indépendamment de leur destinataire. La société pour vous, individuellement, c'est moi et les autres auditeurs. La société pour moi, c'est vous, les auditeurs. Alors, à partir de ce moment où les rapports extérieurs générés par votre maîtrise de soi vis-à-vis de moi ou de n'importe lequel des autres auditeurs seront applicables non pas à un seul d'entre nous, mais à n'importe lequel d'entre nous, eh bien, l'on jugera que vos rapports avec la société sont excellents. Et ce on, c'est la société elle-même qui se cache dans les acclamations sociales que vous recevez, ça et là, du fait de votre supériorité d'esprit. Cette supériorité d'esprit, rendez-vous compte que vous n'en êtes pas l'instigateur. C'est plutôt le fruit extérieur. Donc, en d'autres termes, la puissance que génère votre maîtrise de soi, qui est matérialisée en cette forme-là. Et ceux qui la perçoivent ne perçoivent pas une action que vous avez faite concrètement, mais ils expérimentent leur propre conception d'un vestige généré par la vue qu'ils ont de leur propre expérience avec votre rapport vis-à-vis d'eux en tant que membres de la société. D'un autre côté, si vous pratiquez la maîtrise de vous-même, eh bien, il vous sera pratiquement impossible de vous faire manipuler parce que la maîtrise que vous avez de vous, c'est par ricochet la maîtrise que vous avez de toutes les émotions différentes qui pourraient se manifester en vous. Et si vous avez la maîtrise de vos émotions, vous avez réglé à 60% les problèmes de votre vie. Parce que les émotions sont ces choses-là qui agissent sur nous sans que nous ne soyons réellement en mesure d'y faire quoi que ce soit. Surtout quand on s'y abandonne. Alors, imaginez au moment que vous avez la maîtrise de vous, d'accord, et qu'une personne qui, dans un certain cas, serait à même de vous manipuler en vous mettant en colère, cette personne, soudain, elle se retrouve privée de cette arme qu'elle a contre vous. Simplement parce que dans ce cas-ci, vous maîtrisez vos émotions. Et donc, vous ne vous mettez pas en colère pour lui faciliter la tâche. La maîtrise de soi, c'est la maîtrise de ce qui nous détermine en tant que personne sociale. C'est-à-dire nos émotions, nos sentiments et nos ressentiments. Car ces choses-là, ce sont les choses qui montrent clairement qui nous sommes exactement au moment où nous le sommes. Pratiquer la maîtrise de soi, ce n'est pas supprimer ses émotions, mais apprendre à les maîtriser, de sorte à en faire un paquet avec lequel la société pourra interagir plus effectivement et plus efficacement. Prenons l'exemple de la peur. Ce sentiment qui, à mon avis, est sinon la mère, mais tout au moins la source de tous les autres sentiments que nous expérimentons. La peur, quand on y pense, plutôt deux fois qu'une, quand elle explose dans toute sa brusquerie, elle ne s'exprime généralement que sous la forme déguisée d'une autre émotion, comme la colère, la frustration et j'en passe. La psychologie moderne a même identifié et nommé diverses expressions de la peur. Ce peut être la peur du vide, la peur du noir, la peur des espaces clos. Et une chose que tous ces phénomènes ont en commun, c'est que l'on peut les conquérir. On se rend donc compte que si une personne a développé l'une de ces phobies, eh bien, elle peut tout aussi bien se faire entraîner pour s'en détacher.
Considérons la lâcheté qui, à première vue, pourrait être confondue à la peur. Mais en réalité, la lâcheté n'est pas le produit de la peur, mais plutôt l'absence d'un système intérieur dont le but serait de contrebalancer la suprématie de la peur. Et c'est ce système de contrebalance qui nous est connu comme étant le courage. Rappelons-nous de cette scène énigmatique qui nous a été proposée par l'univers DC Comics. Dans cette scène, il nous est représenté un affrontement entre Batman et Superman, deux des personnages les plus puissants du collectif. À un moment, Batman, se sentant de moins en moins en mesure de tenir tête à Superman, lui présenta une portion de kryptonite dans le but de l'affaiblir. La kryptonite, rappelons-le, est une substance qui provient de Krypton, la planète originale de Superman, et qui émet des radiations capables d'affaiblir et même de tuer un kryptonite. À ce moment, Superman fut pris d'une frayeur terrifiante. Une frayeur que même lui ne pouvait pas s'expliquer. Devant cette vision amusante, Batman lui faisait comprendre que c'était bien à cela que ressemblait la peur et qu'il la connaît mieux parce que, parce qu'il a expérimenté mieux que Superman. Chers amis, bien que Superman soit l'homme le plus puissant sur Terre, du fait même de son invulnérabilité, il était faible à ce moment par rapport à Batman. Non pas parce qu'il avait peur, mais parce qu'il n'a pas développé un système de contrebalance effectif, parce qu'il n'a jamais connu l'existence de ce sentiment. La différence entre Batman et Superman est que Batman est terrien, et donc humain, et que par conséquent, il a connu à plusieurs reprises ce sentiment et donc avec le temps a développé cette contrebalance qu'on appelle le courage. Si vous avez bien suivi jusque-là, vous vous rappellerez alors que l'expression des émotions humaines, quand elle n'est pas filtrée, dépeint l'être humain et donc la consistance de son âme dans toute son authenticité. Et authenticité ici n'a rien de positif. Si l'on devait permettre aux 8 milliards d'habitants terrestres de laisser cours à tous leurs sentiments et leurs émotions sans restriction, eh bien, on remarquera que la société va devenir une grande pagaille. Cette scène sera d'autant plus effrayante parce que tout le monde sera non pas le maître, ni de soi, ni de l'autre, mais plutôt la victime des autres, dont on devient objet de l'expression des émotions. Mais en même temps, et surtout, esclave de ces émotions qui s'expriment maintenant sans rétention. Et nous savons tous que la peur, comme nous l'avons dit, est une chose dangereuse. Nous savons tous ce qu'elle peut faire à un homme qui a peut-être reçu une menace de mort en journée et qui, s'étant préparé à se défendre, voit subitement une ombre qui se meut un peu trop étrangement dans son salon. Eh bien, il dégaine, il tire pour tuer, par peur, avant d'être tué. Puis, il se rend compte qu'il vient de tirer mortellement sur sa femme. Chers amis, nous pouvons explorer énormément de contours de la maîtrise de soi
dans le bénéfice de sa pratique, mais nous n'en finirions pas. Aussi, je suis certain que les deux avantages que nous avons développés, à savoir la supériorité éthique qu'elle procure au soi, et puis la prévention de commettre des erreurs incorrigibles qu'elle offre également, sont autant de raisons de la pratiquer continuellement. Et là, vous me direz, d'accord, tout semble beau, mais comment exercer la maîtrise de soi si justement l'ennemi contre lequel on la pratique, en l'occurrence les émotions, existe et s'exprime indépendamment de notre volonté? Et à ce moment, moi je vous répondrai non, pas exactement. Chers amis, s'il est clair que les émotions existent en dépit de notre volonté, il est un peu plus discutable qu'elles s'expriment indépendamment de notre volonté. Parce que, souvenez-vous, je vous disais plutôt que les émotions, c'est des choses contre lesquelles on est impuissant. Cependant, on est impuissant vis-à-vis d'elles simplement parce que quand elles s'expriment, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse y faire. Mais, et si on pouvait soit empêcher qu'elles s'expriment ou raisonner avec elles de sorte à ce que la direction de leur expression soit contenue? Est-ce que ce ne serait pas un meilleur usage des émotions? Alors, comprenez que les émotions ne s'expriment pas indépendamment de notre volonté. Si c'était le cas, toutes les émotions pourraient être enclenchées par les mêmes causes, sans changement, à n'importe quelle heure de la journée et à n'importe quel âge de la vie. Les choses qui nous ont irrités à 5 ans pourraient encore nous irriter à 30 ans, dans les mêmes conditions. Et nous savons tous que cela n'est pas vrai. Ceci est bien la preuve que les émotions sont malléables et donc maîtrisables. La première chose à savoir déjà est que la maîtrise de soi n'est pas une action déterminée dans le temps. Ça, je l'ai dit plus tôt, mais il faut que je le répète plusieurs fois de suite pour que cela se plante très bien dans vos esprits. Elle n'a pas de fin parce que sa composante essentielle, qui est la présence d'esprit, doit être constante. Oui, la présence d'esprit est la composante essentielle de la maîtrise de soi parce qu'elle implique la conscience permanente de soi. En effet, quand on a la conscience de soi, on n'est pas que présent dans le temps. On est également conscient de sa propre présence. Et on a en conséquence un rapport bien détaillé de toute l'infinité de choses qui se passent en soi. Et là, on se retrouve à pratiquer la connaissance de soi, qui est en réalité le chemin vers la maîtrise de soi. Ça, c'est un concept totalement différent et on va en discuter une autre fois dans un autre épisode. Ce faisant, on se rend compte immédiatement de toutes les émotions qui nous submergent avant qu'elles s'expriment à notre insu. Quand on a la conscience de soi, c'est-à-dire quand on pratique la connaissance de soi, non pas en tant qu'être physique, mais également en tant qu'être spirituel, sujet au remuement intérieur, on prête l'oreille aux diverses expressions qui se font en soi. On remarque quand on commence à s'émouvoir. À quelle occasion et de quelle manière est-ce que cela se passe? Une fois qu'on a pris connaissance de ce facteur, on enclenche le processus de contrôle qui convient. Et c'est cela que Carl Jung appelle l'incorporation de l'ombre dans l'ego. C'est un concept un peu dense qu'on va analyser plus profondément dans un autre épisode également. Certainement dans l'épisode qui va concerner la connaissance de soi. L'autre chose qu'il convient de faire par rapport à la conscience de soi est de mettre en place un environnement mental où vous expérimentez intérieurement votre capacité d'animosité. Posez-vous des questions qui vous mettent vis-à-vis avec vos démons les plus profonds.
hein. Parce que, eh bien, c'est important de se demander ces choses-là. Parce que, en ce moment, vous découvrirez des choses que vous ne connaissiez pas de vous. Que feriez-vous, par exemple, s'il vous arrive de découvrir que votre femme vous est infidèle avec votre meilleur ami et pour justifier, elle vous dit que c'est parce que vous êtes nul au lit. Ou peut-être demandez-vous ce que vous feriez si votre petite fille de 7 ans se fait violer et ensuite assassinée par un prédateur sexuel. J'ai choisi exprès des choses extrêmes pour que vous puissiez vous donner mentalement la liberté d'imaginer toutes les choses ignobles que vous permettent vos attributions humaines. Et si ces deux questions-là vous laissent sans émotion, ce qui serait un peu étrange quand même, eh bien, posez-vous volontiers la question de savoir ce que vous feriez si vous vous retrouviez dans la situation qui vous semblerait être la plus grave. En ce moment, vous découvrirez quelque chose d'intéressant. C'est que vous êtes beaucoup plus cruel que ce que vous pensez. Vous n'êtes pas réellement ce qu'on appellerait une créature pacifique, mais plutôt une bombe qui n'attend que d'exploser. Si vous avez une fois eu l'opportunité d'assister à une séance martiale où sont jugées des personnes pour divers crimes, surtout d'un meurtre, vous vous rendriez compte que ces personnes-là, au-dessus du moins, il y en a quelques-uns qui ne semblent pas avoir la constitution physique d'un meurtrier. Qu'on se comprenne, je ne dis pas que les meurtriers ressemblent à ceci ou à cela, mais je dis que certains d'entre eux ont l'air parfaitement ordinaires. Et l'on douterait même qu'ils puissent avoir la possibilité d'imaginer leurs mains en train de commettre une tuerie. Et c'est cette méconnaissance du démon intérieur qui facilite aux émotions la tâche d'opérer justement parce qu'elles se savent assez puissantes pour outrepasser la logique quand elles viennent avec force et sans restriction. Souvenez-vous, on le disait tantôt, quand les émotions s'expriment, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire contre elles. Mais elles ne s'expriment pas indépendamment de notre volonté. Hein? Le démon que vous ne connaissez pas est plus dangereux que celui dont vous avez accepté l'existence. Lui, vous pouvez vous introduire à lui poser des questions, lui demander ce qu'il veut de vous et pourquoi il le veut ainsi. Vous pouvez lui dire aussi ce que vous voulez et de là peut naître une négociation cordiale. Si vous avez 2 mains, c'est que vous pouvez gifler votre femme. Si vous avez une arme, c'est que vous pouvez tirer sur une personne ou la poignarder. Si vous avez un cœur, c'est que vous pouvez aimer ou haïr. Il s'agit ici de prendre conscience de l'existence de cette version de vous-même, celle qui peut commettre des atrocités, celle qui peut avoir peur, celle qui peut s'abandonner non pas aux choses qu'elle sait de raison, mais à celles qu'elle ressent de cœur. Et une fois que vous arrivez à ce niveau de connaissance, vous pourrez alors naviguer consciemment dans vos actions. Vous saurez, après être devenu ami de cette version de vous-même, que vous êtes plus équilibré et seulement à ce moment, vous serez plus confortable avec votre peur, vos amours, vos colères, vos frustrations, car ces sentiments sont des moteurs qui ne sont réactifs qu'à eux-mêmes et qui aiment à s'exprimer vulgairement quand ils ne sont pas pris au sérieux. Ces sentiments, c'est l'île qui est prête à faire n'importe quoi
juste pour être remarqué par Biggie. Alors, soyez Biggie. Remarquez votre Lil Kim. Et, dans la mesure du raisonnable, prenez acte de ces demandes. Considérez-les sérieusement. Soyez Naoto Uzumaki. Rentrez à l'intérieur de vous. Rencontrez votre démon renard à 9 queues. Familiarisez-vous à ce qu'il veut. Il y a des chances qu'il devienne raisonnable. Trouvez le point d'entente et devenez le 7e Hokage de votre vie. Ce 7e Hokage, ce n'est pas le démon renard. Ce n'est pas non plus l'enfant turbulent qui pense avoir été abandonné par ses parents et qui se retrouve à être en colère contre le monde entier. C'est plutôt la réconciliation entre ces deux forces opposées qui ont fini par se comprendre, puis à fusionner et devenir plus forts, chacune permettant à l'autre de vivre. Ce 7e Hokage, c'est la maîtrise de soi. Là où vous devenez puissant, de cette puissance qui naît du travail que vous avez fait sur vous-même et qui, dès lors, dicte à tout votre entourage comment se comporter en votre présence. Et cette puissance, vous l'atteignez sur les autres, non pas par manipulation, mais vous la leur imposez sainement, au point que même eux, ils reconnaissent que c'est la meilleure chose à faire. Parce que cette puissance que vous dégagez, que vous avez la maîtrise de soi, elle soumet votre entourage, simplement par son existence, et non pas parce qu'elle veut faire exactement cela. Elle existe simplement. Elle n'a pas de volonté, elle est juste toute puissance. Messieurs, ayez le courage de vous risquer dans ces contrées où habitent ces versions de vous que vous détestez, dont vous avez peur. Invitez-les à dîner, discutez avec eux, écoutez-les, reconnaissez leur existence. Vous verrez qu'ils ne sont pas si mal que cela, parce qu'en fait, ils sont juste des vous que vous ne connaissez pas. Dès que vous serez en mesure de les écouter, sans vous émouvoir, vous comprendrez à ce moment que vous avez maintenant atteint la maîtrise ultime. Maintenant, vous êtes un Dieu parmi les hommes. Sortez et marchez en toute dignité et en toute grandeur. Ne craignez plus la peur, ni la colère, ni les passions du corps, car désormais, vous savez quelle version de vous les gouverne. Et là, vous pouvez discuter d'égal à égal avec elle. Trouvez un terrain d'entente. Tant que vous êtes sincère dans vos intentions, tout ira bien. Sortez et maintenant, commandez le respect autour de vous. Ne l'imposez pas. Commandez-le, car vos paroles n'admettent pas de réplique. Vous avez fait un travail merveilleux. Maintenant, cher petit Dieu, marchez entre vos frères avec autorité, car mentalement, ils sont vos fils. Je vous verrai la semaine prochaine. Ici, c'est le iSport.